Ça me donnait sur la page. Moi, ça m'a ouvert le. Mohamed, tu vois avec elle parce qu'elle est administrateur aussi. Ah, je sais pas. Mohamed peut-être. Ils ont administrateur. Bon. Commence. Samir, on commence. Allez, on commence. Le duo sprint, donc on va commencer mon ami. Ça marche. Bon, السلام عليكم مرحبا بكم الناس الكل. اليوم نهار كبير بالنسبه لنا احنا بالنسبه لكا édition بالرغم من الزبر بتاعها. Donc je formule un tout petit peu ce que j'ai dit en français. Nous sommes très très heureux aujourd'hui en tant que cas édition qui a une année et quelques mois d'âge de recevoir Piero San Giorgio qui est italien, d'origine italienne, il est suisse. Il a écrit le best-seller extraordinaire Survivre à l'effondrement économique et que nous avons eu la chance de le traduire en langue arabe, en langue qui va être accessible à tous nos amis arabophones et qui maîtrisent la langue arabe. Merci beaucoup d'être là, Pierrot. Je n'oublierai jamais ton email que tu m'as envoyé juste après les événements du Bardo et en me disant, j'ai tout de suite un peu rappliqué et je l'ai mis sur Facebook en me disant, même pas peur, je viens comme convenu et c'est extraordinaire. C'est la seule manière, à mon avis, de pouvoir faire face un peu à l'intégrisme, au fondamentalisme et de montrer que nous avons des amis un peu partout dans le monde, une solidarité extraordinaire autour de l'amitié, autour de ce qu'on veut véhiculer comme image de paix, image de partage, image, etc. Donc, comme je suis moi-même écrivain dans mes heures, et puis je milite pour, comment dirais-je, pour la société d'idées et la société de débat, je suis très très content de donner la parole à notre ami Pierrot qui a eu la chance, bien entendu, nous avons eu la chance d'avoir obtenu une postface destinée pour la Tunisie et pour le Maghreb. Et nous avons participé aussi à avoir une présentation, une préface de Cheikh Imran Nazar Hossein, qui est indien d'origine, il vit en Malaisie et qui nous a confié tous ses livres en langue arabe, parce qu'il écrit à la base en anglais. Nous les avons traduits donc en français. Et Pierrot a eu aussi cette idée géniale. Lui, en tant que, j'allais dire, matérialiste, temporel, il est arrivé à quelques conclusions qui se rapprochent parfaitement avec celles de Imran Nazar Hossein. Et ils ont même fait une vidéo extraordinaire ensemble que je vous laisserai le soin de découvrir sur YouTube ou sur K-Édition ou sur le site de Piero San Giorgio. Pierrot, très honoré de t'avoir parmi nous, de te recevoir dans ton deuxième pays, la Tunisie, pays d'accueil, pays d'amour, pays du jasmin, de la paix. Et j'espère que tu vas être un peu notre porte-drapeau pour le monde entier, vu que tu tournes un peu partout dans le monde, et pour dire venez en Tunisie, parce que c'est à partir de l'écriture de la plume ou du clavier qu'on peut faire face au fondamentalisme et à l'intégrisme. Merci Pierrot, à toi la parole. Merci. Merci à toutes d'être là. Alors la Tunisie, c'est un pays que j'aime beaucoup. Je suis venu vraiment de nombreuses fois, pas en tant que touriste, mais pour le travail. Depuis les années 90, j'ai travaillé à l'époque, je travaillais dans l'informatique. J'étais responsable pour l'Afrique, pour des grands groupes américains. Et j'ai eu la chance de démarrer avec Tunisie Micro-Informatique au lac, à l'époque où il y avait encore très peu de développement dans ce coin. Et ça a toujours été un pays accueillant, où on mange bien et où je retrouve l'âme de la Méditerranée, qui est la mienne, puisque je suis d'origine italienne, et avec qui la générosité et la chaleur des gens, l'intelligence aussi, et puis la structure avec une grande classe moyenne, a toujours été un pays où je me suis senti à la fois très à l'aise, en phase avec la mentalité ouverte et même orientée sur le commerce des gens en général. On sent les origines carthaginoises, phéniciennes, et puis justement un pays riche, immensément riche d'histoire. Et l'histoire qui est une de mes passions, c'est au fond ce qui m'a amené à avoir la genèse de mon livre, qui par bonheur marche très très bien en français, mais également en anglais, en italien, bientôt en russe, et aujourd'hui en langue arabe.
Et l'histoire, parce que lorsqu'on étudie l'histoire de l'humanité, et certainement de notre bassin méditerranéen, on voit que l'histoire n'est pas linéaire. Nous n'allons pas toujours vers le mieux. Nous avons des phases de croissance, d'expansion, de prospérité. Et souvent, elles s'échelonnent avec des phases brutales, souvent, même violentes, de déclin, d'effondrement. Je pense à Carthage, immensément prospère, et par les guerres détruite. Pensez à ensuite l'Empire romain, avec la vitesse à laquelle il s'est effondré. Pensez également à la période arabo-ottomane, on peut dire, à quel point aussi il y a eu des changements brutaux. Et lorsque l'on regarde le monde dans sa globalité aujourd'hui, et que l'on l'observe attentivement, avec d'une part une perspective historique, mais également une approche énergétique, une approche démographique, une approche économique, on voit que nous sommes à une période de convergence de tendances très lourdes, qui sont tout d'abord une forte progression démographique dans le monde. Il y a 2 siècles, nous étions 1 milliard. Il y a 1 siècle, nous étions 2 milliards. Nous sommes aujourd'hui 7 milliards. Donc, cette progression exponentielle, elle nous amène à une consommation des ressources de la planète qui suit évidemment cette progression et qui pose le problème de combien de temps est-ce qu'on a encore des ressources pour continuer à vivre de la manière dont on vit aujourd'hui et espérer la prospérité pour les pays, on va dire, qui ne sont pas encore postmodernes. Est-ce que ça va être possible encore longtemps? Est-ce que nous avons suffisamment de pétrole? Est-ce que nous avons suffisamment de matériaux de type métal, de type terre rare, de type ressources de toutes sortes, énergétiques d'abord, mais aussi de construction et d'éléments de base pour permettre cette croissance économique, cette énergie. Et lorsqu'on regarde les chiffres de près, et toute une première partie de mon livre va dans le détail de tout cela, on se rend compte que nous sommes à l'aube d'une raréfaction terminale de ces ressources. Et ressources très importantes sont aussi l'agriculture et l'eau. Et nous le savons tous, dans le bassin méditerranéen, à quel point, traditionnellement, l'eau est fondamentale à l'agriculture, au développement, également à pouvoir survivre. Et nous voyons qu'à travers le monde, nous avons des stress hydriques, donc des problèmes d'eau douce, d'eau potable, aujourd'hui aux États-Unis, aujourd'hui dans le sud de l'Europe, en Asie centrale. Et les productivités par hectare des terres agricoles dans le monde sont en train elles ont cessé de croître, elles sont en train de diminuer. Et la question va se poser, comment on va nourrir les prochains milliards supplémentaires d'humains sur la planète. Et tout cela, à tout cela, il faut ajouter le résultat de notre grande consommation, qui est le déchet, qui est la pollution, qui s'accumule à travers les pays, on le voit de plus en plus partout, avec la destruction des niches écologiques, et donc de ce qui permet à l'être humain de vivre en harmonie dans l'environnement, c'est-à-dire d'avoir de l'air pur, de l'eau potable, de la nourriture saine, c'est en train de disparaître. Et le point final, à mon avis, la convergence finale, c'est que nous avons transformé nos industries, notre monde, essentiellement et surtout en Occident. Vous allez voir pourquoi ça vous impactera également en Tunisie, bien que pour moi vous faites partie de l'Occident également aujourd'hui, dans votre mode de consommation, dans votre mode de vie, c'est clairement un mode qui n'est plus traditionnel, qui est moderne. Eh bien, depuis déjà de nombreuses années, on voit que nous ne fabriquons plus grand-chose. Nous sommes dans un monde du tertiaire, de la financiarisation. Autour de nous, tout est financiarisé, tout est basé sur la dette. Et de plus en plus de pays, les États-Unis en premier, l'Angleterre, la France, le Japon, l'Italie, vous le voyez dans les journaux, sont simplement submergés par la dette. Dette qui va être impossible à rembourser, dette qui amène les populations finalement à finir dans un esclavage littéral, puisque je rappelle que l'argent, ça équivaut du travail. La dette, c'est du travail, c'est de l'argent qu'on doit payer dans le futur. Donc ça veut dire qu'on doit travailler pendant longtemps pour pouvoir payer sa dette. Si une dette elle est irremboursable parce qu'elle est gigantesque et immense et infinie, ça veut dire que c'est du travail infini. Et le travail infini, c'est l'esclavage. Parce qu'on ne peut pas se libérer de cela. Et je crois que dans toutes les cultures, moi je dis toujours que je suis de culture chrétienne, mais certainement ce qui règle ma vie, c'est une approche
à la fois matérialiste dans le sens de la science, mais également d'un esprit de liberté, qui est au fondement d'une certaine culture occidentale, mais qu'on retrouve également dans une certaine culture orientale, ou certainement liée à l'islam. La liberté, elle est fondamentale, même si on se soumet éventuellement à Dieu, lorsque l'on croit, la liberté de l'individu, elle est fondamentale. Or, lorsqu'on va être mis en esclavage, c'est fini. Et les mécanismes de cette mise en esclavage sont de plus en plus visibles, je pense qu'on le voit par les nouvelles, mais on voit aussi que la lutte pour le contrôle de ces fameuses ressources, qui sont indispensables pour que l'économie continue à tourner, elles deviennent depuis une vingtaine d'années impitoyables. Je vous fais remarquer que la démocratie par les bombes, elle arrive dans des pays où il y a des ressources naturelles. L'Irak, la Libye, la Syrie, touché à l'Iran, même l'Afghanistan, c'est la première réserve mondiale de lithium. C'est important pour faire des batteries. Curieusement. Hasard ou coïncidence. On voit que les tendances sont en train d'amener des prévisions que j'ai pu faire dans mon livre il y a quelques années se sont avérées. J'avais prévu la radicalisation dans certains pays où la démographie fait qu'il y a une jeunesse qui n'a pas de travail et qui va finir par qui se radicalise. Et on l'a vu malheureusement la semaine dernière, même ici en Tunisie. On a vu que la déstabilisation par les puissances américaines en premier, de certains pays dont notre voisin feu la Libye, mais catastrophe liée à cette lutte pour le territoire, les ressources. Et cette convergence, elle va nous amener à une situation où nous n'allons plus avoir de la croissance économique. Moi, je prétends que la croissance économique, en tout cas dans son ensemble, et surtout pour les grandes puissances que sont les États-Unis, mais aussi l'Europe en général, c'est terminé. Or, toutes ces populations n'attendent qu'une chose de leur gouvernement, c'est de la croissance pour résorber le chômage, les crises énergétiques, etc. Ce ne sera plus possible. Donc les crises sociales, les crises de la dette, les crises même guerrières, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, en Europe, nous avons des guerres. Nous avons eu il y a 20 ans les guerres en Yougoslavie, nous avons aujourd'hui l'Ukraine, qui est en train même la guerre civile au sein de la plupart des pays européens, elle est en train de se préparer. On sent qu'elle devient mûre et qu'elle est instrumentalisée d'ailleurs. Ceci n'ira que en empirant. Ce n'est pas possible de le résorber par l'économie pure et simple. La question qui doit se poser alors, c'est comment est-ce qu'on va réagir. Et là, l'Occident, notamment les États-Unis, la France, l'Angleterre, sont dans une situation très très difficile, puisque dans le passé, tout d'abord, nous étions des populations relativement homogènes. Nous partagions énormément de points communs. Vous avez encore cela ici, en Tunisie d'ailleurs. Mais en Occident, c'est terminé. Souvent, on me dit en France, la nation française. Je dis, mais la nation française, c'est quoi? C'est quoi le point commun? Liberté, égalité, etc. Mais pas pour tout le monde. La laïcité, pas pour tout le monde du tout. On a des royalistes, on a des anti-républicains, on a des gens pour qui la religion passe avant l'État et la nation, de plus en plus. Nous avons aussi des hétérogénéités, bien sûr, de culture. Aujourd'hui, en France, il doit y avoir 13 millions, 14 millions, ça dépend des chiffres, de musulmans. C'est une culture différente qu'il y a encore 30 ans ou 50 ans. Ce n'est pas bien ou mal, c'est comme ça. Et ce comme ça amène des problèmes qui, dont les pays occidentaux font face avec un déni. Pour eux, il n'y a pas de problème. Ils se renferment dans un déni, alors que les problèmes, on peut les résoudre en discutant. Mais non, nous sommes dans des cultures qui ne voulons pas voir les problèmes, parce que nous sommes dans des cultures du moindre effort. C'est comme ça. On peut le regretter, mais je le constate. Et puis, parce qu'il n'y a plus de points communs, il n'y a plus de solidarité réelle. La solidarité, c'est l'État qui l'a fait, elle ponctionne des impôts et elle redistribue, avec de plus en plus de corruption, l'argent du contribuable, surtout la dette, puisqu'on est sans dette en réalité, pour plutôt du clientélisme que de la réelle justice sociale. Cela discute, mais cela dédouane le citoyen de faire son vrai devoir d'aide envers son prochain, envers son concitoyen.
Je crois que lorsque l'économie va aller de plus en plus mal, et c'est en train d'aller de plus en plus mal depuis que j'écris le livre, certainement, notamment aux États-Unis, encore une fois, c'est vraiment le nœud du problème, c'est la première puissance économique mondiale qui est en train de s'écrouler. En réalité, lorsqu'on regarde vraiment les chiffres, lorsqu'on ouvre le capot et qu'on regarde au-delà de la propagande et au-delà des chiffres manipulés, on regarde vraiment les réels chiffres du chômage, on se rend compte que les États-Unis, c'est 20% de chômage. On se rend compte que aux États-Unis, c'est 28% de la population, sauf erreur, qui vit de tickets de rationnement, de tickets alimentaires. C'est un pays qui se tiers-mondise, qui s'appauvrit à une vitesse incroyable, visible. Et on le voit. Et l'endettement aussi. Un endettement qui est simplement colossal. Et au-delà simplement de la dette de l'État, il faut rajouter la dette des individus, la dette des banques, les hors-bilans des banques. Nous nous rendons compte que c'est un immense château de cartes qui est en train de s'effondrer, et sa seule ressource, c'est encore l'industrie militaire et ses forces armées. Et chaque jour qui passe, elles s'affaiblissent. On sent une certaine panique aux États-Unis. On sent que cette première puissance militaire, nucléaire et économique est en train de s'effondrer, comme l'Empire romain dans ces dernières décennies avant l'arrivée des barbares, sauf que là, il n'y a pas besoin de barbares, puisque ça s'effondre tout seul. La deuxième question, donc à mon sens, la réponse à ces crises, elle ne sera pas une réponse de on se retrousse les manches, on va travailler, on va faire des sacrifices. Ça va être la guerre de tous contre tous, avec potentiellement des guerres civiles, potentiellement des nettoyages ethniques, potentiellement des exterminations. Et je ne plaisante pas. Entre riches, entre pauvres, entre gens de confessions différentes, entre laïcs contre religieux, tous contre tous. C'est le résultat de ce monde incroyablement basé sur l'individualisme. Or, on sait tous que l'individu n'existe que dans le groupe. Nous faisons partie d'une famille, nous faisons partie d'un clan, on sait ici en Tunisie, les Sfaxiens, les Soussiens, les Tunisois, comme il y a des petites concurrences. Mais tant que ça va pour le match de foot, ça va. Mais lorsqu'il s'agit de partager des ressources rares et qui se raréfient, la violence, elle est au bout de la logique. Donc il faut faire très très attention à cela. Et puis, face à cette constatation, que je crois intimement, puisque j'ai moi-même arrêté de ma carrière professionnelle qui marchait bien, mais pour me consacrer aux solutions à ce problème. Et j'ai fait le choix, que j'explique dans ce livre en détail, de ne pas proposer des solutions collectives. Parce que finalement, toujours attendre que ce soit l'État, toujours attendre que ce soit la Providence qui nous apporte la solution, c'est souvent un alibi pour ne rien faire. Et je me suis plutôt préoccupé, parce que j'ai 4 enfants, je ne peux pas les regarder et leur dire on verra bien, faisons confiance aux politiciens. Moi, je ne fais pas confiance aux politiciens, ni en France, ni en Angleterre, ni en Suisse. Et je fais confiance dans mon clan, dans mes amis, dans ma famille, et dans les gens autour de moi. Et pour ça, il faut que je travaille un concept que je développe dans le livre, qui a d'ailleurs justement plu à Imran Hussein lorsque nous nous sommes rencontrés, lorsqu'il a lu le livre dans sa version anglaise, et qui est l'idée que nous devons reconstruire ce que j'appelle une base autonome durable, c'est-à-dire un endroit où on va pouvoir s'enraciner, où on peut se retrouver le lien avec ce qui est la source de toute richesse, qui est la terre. La terre, la mer, ce qui permet de nous nourrir. Autonome, parce qu'au fond, nous ne sommes vraiment libres que si nous sommes capables en tout cas tendre vers cette autonomie. Une autonomie à titre individuel, à titre de région, de quartier, de famille, mais aussi, pourquoi pas, d'une nation. La Tunisie, vous avez une immense chance, c'est que vous n'avez pas beaucoup de ressources naturelles. Et donc vous avez toujours eu cette ouverture d'esprit, cette volonté de travailler par définition à cette autonomie, puisque vous ne pouvez pas vendre du pétrole pour acheter ce dont vous avez besoin. Vous devez travailler, vous devez acheter parce que vous produisez quelque chose de votre terre, de votre mer, de votre travail, de votre commerce. Donc vous êtes déjà avec un certain avantage. Et durable parce que nous ne savons pas combien de temps peuvent durer ces crises. Et je crains qu'elles vont durer pendant très très longtemps, et plus longtemps que nos vies. C'est-à-dire que nous sommes en train de changer de paradigme, nous sommes en train de changer de monde. Nous ne sommes plus dans un monde de croissance économique, industrielle, nous allons aller vers autre chose. Et cette transition, elle va être brutale, à mon avis. Et donc,
cette base autonome durable, c'est un concept dans lequel on peut mettre la maison dans laquelle on vit, l'appartement en ville même, évidemment avec des outils différents. Et ces outils, justement, je les explique sur la grosse deuxième partie du livre, concrètement, comment est-ce qu'on peut faire, à titre d'individu, à titre de groupe. Et l'idée, c'est que ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement à temps plein, ce n'est pas non plus quelque chose d'incroyablement compliqué ni cher. C'est un état d'esprit, une approche qui se base sur 7 piliers qui vous sembleront l'évidence même, et pourtant, ce sont tous des piliers dans lesquels nous sommes dépendants. C'est l'eau, la nourriture, l'hygiène, et donc la santé, l'énergie, la culture et la connaissance, la défense et le lien social. Et pour ça, c'est vrai que le fait d'être suisse et de vivre dans un pays où on a une très forte culture d'indépendance, mais aussi de l'autonomie et de la défense. Défense, vous savez, nous n'avons pas d'armée en Suisse, nous sommes une armée. Le citoyen suisse est un milicien, c'est un citoyen soldat. Du moins, c'est notre culture. Et donc, nous avons cette idée que c'est la somme des citoyens qui fait une nation, qui fait un État. Ce n'est pas simplement un pouvoir à qui on délègue, enfin des élus, soi-disant, ou des représentants à qui on délègue le pouvoir. Le pouvoir, c'est le peuple. C'est ma culture. Et donc j'essaye évidemment, on sent cette culture dans ce que j'écris, où j'essaie d'expliquer sur ces 7 éléments, et vraiment le plus important, c'est le lien social, évidemment, mais les 7 sont indispensables. Comment est-ce qu'on peut, en ville, à la campagne, peu importe le lieu où l'on vit, peu importe la structure familiale dans laquelle nous évoluons, faire cet effort? Ça ne veut pas dire qu'on doit le faire à 100%, ça ne veut pas dire qu'en 3 jours, on va se retrouver indépendant, autonome. Ça demande du travail, bien sûr, ça demande de retrouver, d'une part, une certaine simplicité, d'autre part, une désintoxication de ce qui nous pollue, d'abord le cerveau, mais aussi le corps dans le monde moderne. Mais premièrement, la télévision, à mon avis, c'est le premier truc à éliminer. De retrouver un lien avec ses voisins, avec ses amis, avec les membres de sa famille, un lien basé sur des relations d'aide mutuelle. Et ça aussi, c'est un avantage dans nos pays méditerranéens. Je vois encore en Italie, dans mon Italie natale, où il existe encore cette forme de solidarité, il existe encore cette forme d'entraide familiale, bien qu'elle disparaisse, là aussi. Et je pense que vous le voyez aussi ici en Tunisie, comment il y a encore traditionnellement cette entraide. Moins en moins. Mais que voilà, là ici aussi, la télévision et le système consumériste venant, forcément, cela s'égrène et disparaît également. Je ne suis pas, dans mon livre, je ne fais pas de morale, je ne suis pas là pour expliquer ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. J'essaie simplement d'alerter à certains dangers qui me paraissent chaque jour de plus en plus grands, de plus en plus réels. On l'a vu, et je parle notamment des phénomènes démographiques et politiques qui créent le terrorisme, je n'aime pas utiliser ce mot, qui créent ces attaques, dont malheureusement la Tunisie n'est pas pour la première fois été victime, parce que c'est vraiment la Tunisie en tant que pays qui a été attaquée, c'est pas des touristes, c'est tout un symbole, c'est un musée, c'est un des plus beaux musées du monde, par des gens les raisons sont multiples, et je ne les lis pas, moi je ne suis même pas sûr que le mot fondamentaliste a même du sens, je pense que ça va sur encore autre chose. Mais enfin, c'est une réalité qui malheureusement miraculeusement longtemps. Et moi je me dis toujours, si demain matin quelqu'un monte dans le train en Suisse et commence à mitrailler dans le train, moi en tant que citoyen, j'ai un port d'armes, je peux peut-être faire quelque chose, pas pour moi, mais aussi pour les gens qui sont en train avec moi. Si demain, peu importe, une secte décide d'attaquer le musée que je visite à Genève, peut-être le fait d'avoir un port d'armes me permet, par exemple, de défendre efficacement avant que la police arrive. Et par définition, elle arrive souvent tard. Forcément, elle ne peut être que réactive. Mais enfin, ça c'est un tout petit élément de la culture peut-être suisse. Et je ne suis pas là pour vous dire quoi faire, ni d'avoir une morale, simplement de poser certaines questions et d'amener une certaine réflexion qui, je crois, dans le monde, on va dire, arabe, puisque le livre qu'on présente aujourd'hui est en langue arabe, et au-delà, bien sûr, à mon avis, pose la question, enfin, devrait permettre à chacun de se poser la question sur
qu'est-ce que ça signifie réellement l'indépendance, qu'est-ce que signifie réellement l'autonomie, qu'est-ce que signifie donc la liberté, et si cela est encore possible dans un monde où nous sommes dépendants, esclaves d'un système, esclaves aussi de nos désirs, esclaves des technologies, on le voit. Et donc, est-ce qu'il n'est pas grand temps, et peut-être c'est vital, de nous remettre dans une démarche de retrouver le bon sens, de retrouver la simplicité, de retrouver les liens réels entre nous. Parce qu'en réalité, on le voit très bien, dès qu'on commence à travailler ensemble, dès qu'on commence à avoir des efforts, on se rend compte qu'il n'y a plus de l'espace à la violence. Au contraire, on a un espace de collaboration et de travail. Et pour des buts communs. Et après, capitalisme, socialisme, tout ça, c'est franchement du détail après. Mais restons centrés sur cet aspect de l'être humain dans une communauté, quelle qu'elle soit, laïque, religieuse, peu importe à la limite. Le point de départ, c'est toujours du travail et de l'action. Et donc voilà, c'est un peu, évidemment le livre va dans un grand détail, avec des listes d'outils, des éléments très 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 détaillés. C'est un mode d'emploi. Vraiment un mode d'emploi. On commence par la philosophie et une constatation du monde, de ma perception de ce qu'est le monde aujourd'hui, mais je ne veux pas laisser ça en l'air en disant, comme parfois on lit des gens qui ont la même constatation, qui disent bon, ben, il faut tous faire quelque chose. Oui, mais quoi? Et moi, je suis allé dans le quoi et je le fais moi-même. C'est aussi, c'est pas simplement il faut qu'il y a qu'à, je l'ai fait. J'ai tout vendu, je vis maintenant dans une ferme, je travaille mon potager, la qualité de vie de mes enfants et de ma famille, elle est incroyablement meilleure. On n'a pas de télévision. On a quand même un peu de technologie, on a des panneaux solaires, on aime bien le téléphone. Je ne suis pas pour un retour non plus à la grotte et au mode de vie archaïque. Il faut savoir faire la part des choses et garder ce qui est intéressant, tant culturellement. On ne rejette pas toutes les cultures extraordinaires que nous avons développées dans les différentes cultures humaines, mais aussi certaines technologies. Vivez sans machine à laver et sans lave-linge. Et vous allez voir la tête que va vous faire votre épouse. Donc il faut garder un petit peu ma terroriste. Il faut garder un petit peu et le faire de manière progressive et chacun définir son objectif dans ce que veut dire sa démarche pour l'autonomie. Donc voilà, donc je suis vraiment ravi parce que potentiellement il y a 1,5 milliard de lecteurs du livre. Oui, potentiellement. Potentiellement. Alors on va essayer de faire un effort et je lance le défi, le challenge à vous autres qui reportez, les journalistes qui vont peut-être en parler ou les gens qui vont nous écouter puisqu'on enregistre ceci. Si vous appréciez, si vous trouvez intéressant ce qui est écrit, d'en parler aussi aux autorités. C'est-à-dire que je pense que vous êtes un pays où les événements des 5 dernières années l'ont montré, vous êtes capable d'un renouvellement, vous êtes capable d'une ouverture d'esprit, et donc vous avez peut-être une classe dirigeante, une nouvelle classe dirigeante qui n'est pas encore totalement professionnalisée comme ça peut être le cas en Europe, où on ne veut surtout pas parler de ces problèmes que j'apporte dans ce livre, au contraire, on veut simplement que les gens croient que tout va bien et qu'on leur fasse confiance. On n'est pas né de la dernière pluie, on sait qu'il faut faire attention. En revanche, ici, vous pouvez parler à vos politiciens, parler à vos maires, et leur dire, voilà, il y a un Suisse un peu fou qui nous propose d'être autonome, qui nous propose d'être... alors ça passe par des énergies alternatives, ça passe par des panneaux solaires, des éoliennes, pour l'énergie par exemple, ça passe par la récupération d'énormément de terres en friche. Vous en avez plein ici autour de Tunis et du lac. Il y a plein de terres qui ne sont pas utilisées. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens, peut-être des gens qui sont au chômage. Il y a un chômage très, très fort encore, qui peuvent se dire, des jeunes qui se disent, ben voilà, on va les aider à apprendre les compétences pour redevenir paysans, redevenir un mini-agriculteur, et on fait des super bonnes tomates, des super bons légumes, des poulets fermiers, et pas dans l'objectif d'exporter, de devenir un empire d'exportation agricole, non, mais peut-être déjà d'être autonome et déjà de manger. Et déjà peut-être de nourrir ses voisins avec des produits de bonne qualité. Il y a énormément de choses qui peuvent se faire, surtout que vous avez évidemment le climat parfait pour l'agriculture. Ce sont plein d'idées comme ça qui peuvent venir par le travail entre vous. Donc je vous lance ce défi et vos autorités locales. Il n'y a pas besoin d'aller voir le président de la République, simplement le maire de votre commune, les notables de votre quartier ou de votre village.
Et tant pis de la concurrence internationale. Au bout d'un moment, il va falloir avoir un sens aussi de la patrie et dire, ben, finalement, moi, le pêcheur qui est mon voisin, qui va pêcher en mer le poisson et les calamars, etc., je préfère acheter chez lui un petit peu plus cher que d'acheter au supermarché le poisson qui est amené par des chalutiers chinois qui vient du Pacifique Sud, qui est peut-être moins cher pour des raisons économiques étranges, mais qui ne fait pas vivre les Tunisiens. Qui ne met pas éthique non plus. En plus. Mais le fait de faire vivre vos voisins et de vous entraider, ça fait partie des nombreuses stratégies que j'explique dans ce livre. Et donc je vous lance le défi, si vous appréciez ce genre d'approche, de la mettre en place ici, chez vous. Et je crois que vous avez peut-être plus de maturité en réalité que certains pays européens pour travailler entre citoyens et État, alors qu'en Europe, l'État est devenu un esclavagiste. Et on le sent de plus en plus, et la réaction se prépare. Donc, vous avez des avantages, j'en ai écrit un chapitre qui parle de cela et qui conclut le livre, spécifiquement pour le Maghreb et le Mashrek. Et donc, j'espère que ce livre plaira et qu'il vous donnera de quoi littéralement survivre, mais surtout atteindre une vie de meilleure qualité et plus saine. Voilà, merci. Excellent, merci beaucoup Pierrot, c'est très très gentil, on peut l'applaudir quand même pour avoir fait cette présentation très modeste, parce que pour avoir lu le livre, j'ai lu bien sûr la traduction et j'ai eu le courage avec Mohamed et compagnie pour mettre des bas de page, parce que c'était un peu compliqué, malgré la richesse de la langue arabe, on n'a pas l'équivalent de survivalisme ni de survivaliste. Il est modeste parce qu'il a mis des scénarios, 9 scénarios. Il a tiré la sonnette d'alarme. C'est des scénarios qui sont presque réels, même s'ils sont le fruit de son imagination. Donc Pierrot, il investit dans l'être humain, l'autonomie. C'est ce que nous avions à un certain moment donné. En tout cas, les familles d'après-guerre, on l'a vécu en Tunisie avec le Mejn pour la récupération de l'eau de pluie, avec l'Oula, avec Bitlemouna, etc. Donc on a quelques repères. Même si malheureusement, et ça ce qui est extraordinaire, imaginez l'idée, mais malheureusement les politiques peut-être ils sont un peu mieux en termes de ce qui se passe dans le monde, c'est la raison pour laquelle j'ai tenu. Vous connaissez un peu l'histoire du livre et la vie d'un livre en Tunisie, mais nous avons investi en traduction, etc., parce que je crois dans le partage national et international. Je voulais dire qu'il y a un exode rural, on l'a vécu en Tunisie depuis les années 60, fin 60, début 70. Ce que proposerait éventuellement, si j'ai bien compris Pierrot, pour l'avoir lu, c'est l'exode inverse. Et ça paraît choquant, mais je vous assure, je vous promets que toute notre qualité de vie va changer. Les pollution. C'est en train de se faire, ça se fait en France, ça se fait aux États-Unis, où beaucoup de jeunes n'ont plus envie d'aller à l'université. Le rêve américain ne fait plus rêver personne aux États-Unis. Et on a des jeunes de 18-20 ans qui ne veulent pas s'endetter à vie pour aller faire des études qui garantissent même plus un métier, et qui quittent les grandes villes et vont dans des régions un peu limitrophes, un peu éloignées, mais pas tellement finalement, et montent des coopératives agricoles, un truc jamais vu aux États-Unis. Pays de l'individualisme, on voit de plus en plus des coopératives agricoles, et le segment de marché, si on peut parler en termes d'économique et de marketing, le segment de marché des produits locaux bio, c'est un des marchés qui a le plus de progression économique aux États-Unis. C'est un des rares qui a de la progression économique aux États-Unis d'ailleurs. Et c'est étonnant, on le voit de plus en plus, on retourne à la réalité, à ce qui est vrai. Vous avez une question peut-être? Même si je vous proposerais éventuellement de passer au stand pour laisser la place, c'est notre stand 618.